Pour comprendre ce qu'est l'esprit urbain, il faut d'abord faire un petit retour dans le passé. Nous allons donc diviser cette sous-partie en 3 éléments. Donc, tout d'abord, l'Antiquité. Les villes sont un phénomène très ancien. Les premières sont datées de 3500 avant notre ère. Elles apparaissent de façon concomitante en Égypte, en Mésopotamie, en Asie du Sud-Est, notamment en Chine. De taille réduite, dotée d'une faible population, la ville joue cependant un rôle central dans l'organisation d'États extrêmement puissants et dans la valorisation des campagnes environnantes. Mais en dehors du rôle politique et religieux, la ville s'arroge d'autres fonctions, commerciales, artisanales, intellectuelles. Elle devient le centre et la campagne la périphérie. L'Europe croyait, avec l'avènement de la cité grecque, avoir inventé un modèle de cité, et avec lui un type d'homme, le citadin, émancipé, soucieux d'égalité, de délibération, de politique, cette science de l'organisation de la cité selon Aristote. Le latin, même s'il est en voie de disparition, est une langue intéressante. Pour parler de Rome, les Romains utilisaient le terme d'Urps avec un U majuscule. Et pour parler d'une cité lambda, Urps, mais avec un U minuscule. Dans l'esprit des Romains, une ville n'est donc pas un phénomène quantitatif, mais un phénomène qualitatif. Une cité doit être une petite Rome, disposant d'équipements sanitaires, intellectuels, religieux, comparables, en miniature certes, à la capitale impériale, mais dans cette cité doit régner l'esprit de Rome. Le Moyen-Âge apparaît comme une période d'abord de déclin urbain. Les invasions barbares mettent à bas l'Empire romain d'Occident, déclin qui conduit à un transfert du pouvoir de la ville vers la campagne, que ce soit le pouvoir politique avec l'édification de châteaux forts, incarnation du pouvoir féodal, mais aussi à travers le rayonnement des monastères qui sont souvent implantés dans des régions isolées. Cependant, comme nous l'avons vu en histoire, les 11e, 13e siècles marquent une période de retournement de conjoncture avec une véritable révolution agricole et une révolution rurale qui va conduire une fraction de la population à se détourner vers les villes. Cette ville est un lieu qui socialement présente une originalité avec la naissance de la bourgeoisie qui échappe au cadre féodal. Les notions de profit, d'ascension sociale et de liberté propres à la ville exercent une attraction certaine sur des paysans plus strictement encadrés dans la seigneurie, c'est ce qu'on avait appelé l'encellulement médiéval. En ville, les bourgeois se créent de nouveaux réseaux de solidarité qui s'entremêlent, la paroisse, la confrérie et le métier, où se trouvent des compagnons de la même profession. C'est ce que l'on appelle les corporations. Une véritable culture urbaine voit le jour, plus ouverte sur le monde extérieur, en contact avec des villes parfois très lointaines. Elles apparaissent comme un endroit de cosmopolitisme. La période de la Renaissance conclut après la parenthèse de la crise du XIVe siècle les dynamiques précédemment citées. L'emprise des seigneurs sur les villes s'effrite totalement et ces derniers sont bien obligés de reconnaître la montée en puissance des bourgeoisies artisanales et marchandes. Le plus souvent, contre un paiement annuel d'un cens aux seigneurs, les habitants de la ville échappent aux multiples redevances et corvées. Il serait anachronique de confondre ce mouvement municipal avec une pré-démocratie urbaine, dans la mesure où la libération des villes est rapidement confisquée au profit d'une élite constituée de nobles résidant en ville ou de grands marchands. La République de Venise est ainsi plus une oligarchie qu'une véritable république. En Flandre, en Italie du Nord et du Centre, notamment avec Florence ou Pise, ce mouvement aboutit à la création de républiques urbaines indépendantes, des cités-États qui règnent sur une campagne plus ou moins vaste. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'espace urbain est aussi celui d'une forte agitation politique et révolutionnaire
qui prend deux aspects. C'est d'abord le lieu de réunion des salons et des centres intellectuels bourgeois où les élites vont progressivement remettre en cause l'ancien régime, mais aussi un lieu d'effervescence populaire où cette culture révolutionnaire se diffuse par d'autres biais, comme les pamphlets et les premiers journaux imprimés. La ville est donc le lieu d'un terreau intellectuel où se croisent journalistes, membres du peuple, imprimeurs et membres des salons mondains. Dans sa conception européenne et arabe, la ville n'est donc pas tant un phénomène quantitatif qu'un phénomène qualitatif. Il est le lieu avant tout d'échanges, de rencontres, qu'elles soient économiques, sociales ou intellectuelles. C'est un lieu de brassage et d'ouverture intellectuelle sur des mondes beaucoup plus vastes.